Donc ça fait depuis 1981, donc je vous laisserai faire les calculs, que le déficit public, avant le paiement des intérêts, n'a jamais été à l'équilibre. Jamais, jamais, même en temps de croissance économique. Bonjour à tous et bienvenue sur Basis Point. Guerre, pétrole, réarmement, Chine, intelligence artificielle, le monde se fragmente à toute vitesse. Et les marchés, eux, ils essayent tant bien que mal de survivre. Mon invité du jour gère des milliards dans cet environnement. Il s'appelle Fabrizio Chirighetti et il est CIO chez Decalia à Genève. On va pas trop parler de chiffres, on va prendre de la hauteur et parler des mouvements de fond. Est-ce que l'ordre géopolitique des 20 dernières années arrive à sa fin ? Est-ce que le baril de pétrole à 100 $ devient une norme ? Est-ce que la Chine est en train de gagner discrètement ? Et surtout, comment est-ce qu'on investit dans un monde comme celui-ci ? Vous allez voir, Fabrizio, il a les idées bien d'équerre sans jamais être péremptoire. J'ai adoré cette discussion et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est Basis Point avec Fabrizio Chirighetti de Decalia et c'est maintenant. Franchement, Fabrizio Chirighetti, si vous regardez les marchés, le chaos ambiant qu'on voit aujourd'hui, toute cette incertitude, s'il y a un mot qui vous vient à l'esprit, c'est lequel? Toujours plus compliqué. J'ai l'impression qu'on est comme un peu au cirque. Lorsqu'il y a le numéro du jongleur, voilà, il commence, ça va, et puis chaque fois, ça se complique un peu plus parce qu'on met des nouvelles choses, des nouvelles pièces dans le système pour lesquelles il faut jongler. Et en plus, les spectateurs deviennent de plus en plus difficiles, ils sont de plus en plus nombreux. Et là, je parle des acteurs sur le marché. Et donc, pour nous, la tâche devient de plus en plus complexe. C'est une espèce de millefeuille, avec, à chaque fois une couche, supérieure qui se rajoute, sans enlever celle du dessous. Exactement, plus d'éléments. Si je fais une analogie, par exemple, avec la décennie précédente, finalement, pour les marchés, moi, je m'occupe essentiellement d'allocation d'actifs. Il fallait regarder la croissance et puis, disons, ce que font les banques centrales. Aujourd'hui, il faut aussi tenir compte de l'inflation, il faut tenir compte des déficits publics, il faut tenir compte de la géopolitique. Voilà, ça fait déjà 3 éléments qui étaient quasiment absents les décennies précédentes, sans parler après du boom de la tech, et cetera, plus, de monsieur Trump. Et des risques environnementaux et. Exactement. Vous parliez des 10 dernières années, mais si on regarde sur un temps un tout petit peu plus long, 20, 30, 40 ans, est-ce qu'on est définitivement en train de sortir de l'ordre géopolitique qui était instauré, presque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on est vraiment en train de changer le monde? Alors, je suis pas assez vieux pour savoir ce qui se passait exactement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais en tout cas, par rapport à quand j'ai commencé dans le monde de la finance, qui est la fin des années 90, clairement, on sort de ce contexte-là, que j'ai connu en tout cas de la fin des années 90, je dirais jusqu'au Covid, où c'était un monde, disons, de De globalisation, multilatéralisme? exactement, de taux qui tendaient vers zéro, en tout cas qui étaient bas. On ne parlait pas d'inflation, on n'avait pas d'inquiétude sur le déficit public, il n'y avait pas toute cette crainte géopolitique. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont renversées au cours de ces... Depuis, en fait, depuis le Covid, hein, ça a été une accélération des événements. Le Covid, la guerre en Ukraine, etc., etc., l'inflation qui revient. Voilà, c'est un peu toujours les thématiques qui m'occupent moi dans mon rôle, d'asset allocator. Parce que chronologiquement, vous parlez du Covid comme un point de bascule. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre cet événement, exceptionnel et les mentalités qui ont évolué dans le monde? Beh, j'en vois déjà en tout cas une, c'est qu'on a trouvé de l'argent, alors que pendant 20 ans, les gouvernements disaient qu'ils avaient pas d'argent à dépenser. Et là, du coup, du fait de l'urgence, on a vu que c'était le whatever it takes, mais du point de vue des politiques budgétaires, et c'était le quoi qu'il en coûte, de monsieur Macron. Alors que si vous vous rappelez, si je prends le cas de l'Europe, on a vécu pendant 15 ans dans l'austérité la plus totale, notamment, l'Allemagne qui avait déjà les moyens de dépenser. On voit aujourd'hui aux États-Unis où on a une expansion de l'activité économique et on a des déficits publics qui sont de l'ordre de 6-7 chose qu'on ne connaissait qu'à l'époque où on avait des récessions. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose, qui a changé, clairement. Alors si on parle spécifiquement des États-Unis et de l'Iran, pour parler un petit peu de géopolitique et les tensions croissantes qu'il y a, dans cette région du monde. Est-ce que c'est devenu un élément central de la réflexion macroéconomique pour un financier et des décisions d'allocation d'actifs? Alors je ne crois pas que ça soit un élément central, mais clairement, c'est un gros caillou au milieu de la mare.
parce que ça a complètement changé le scénario qu'on pouvait avoir au début de l'année, qui était un scénario plutôt porteur pour les actifs risqués, où on allait avoir une croissance assez forte, portée notamment par les dépenses publiques, par le boom de la tech et de l'intelligence artificielle, une inflation qui était en train de baisser, et des banques centrales qui avaient soit terminé de baisser leurs taux, ou qui allaient encore les baisser, typiquement la Fed. Arrive ceci, et qu'est-ce que ça fait au niveau du scénario, je dirais macro? On sait qu'on va avoir plus d'inflation, en tout cas à court terme. On va avoir certainement moins de croissance à l'avenir. Et surtout, on a des maux de tête pour les banques centrales. Parce qu'on ne sait pas si elles doivent lutter contre une inflation qui, pour l'instant, semble transitoire, ou peut-être déjà préparer le coup d'après et venir soutenir la croissance qui risque de souffrir, disons, de ce choc énergétique. Et on navigue un petit peu à l'aveugle parce que avec Trump aux commandes, on va à gauche lundi, mercredi on va à droite. Ça, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître que dans notre monde, la plupart du temps, on est un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal et qui arrive précisément à vous dire ce qui va arriver dans les 6-12 prochains mois. Donc notre métier, c'est de gérer des risques. Ça, c'en est un. C'est clair que ça crée encore, on le disait au début, en préambule, beaucoup d'incertitudes. Et ça, c'est encore un élément de plus à gérer qui crée encore plus d'incertitudes. Mais disons, on peut très bien faire des scénarios avec ça. Ce qui est important pour notre rôle, c'est pas tant est-ce qu'il va y avoir une résolution ou pas, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix de l'énergie. On le voit d'ailleurs dans le cas de la Russie et l'Ukraine. La guerre continue, c'est pas qu'aujourd'hui ça soit quelque chose qui soit pour l'instant super important dans notre scénario. Et probablement, ce qui compte, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz et une normalisation des prix du baril. Et probablement, la guerre va rester un peu larvée. Mais alors, justement, pour quelqu'un comme vous qui voit Trump dire Open the effing straight, je sais pas quoi, et qui revient et qui le ferme lui. Je veux dire, comment vous utilisez ces éléments dans vos analyses? Parce que là, concrètement, ça n'a aucun sens. Alors, ça a un sens. C'est qu'en fait, parce que l'Iran laissait passer des bateaux, mais les bateaux que l'Iran voulait, et quelques-uns, en tout cas, pour avoir des rentrées de dollars. Donc lui, il fait un blocage sur le blocage en disant « Toi, tu fais un filtre, moi, je te refiltre derrière et j'empêche aussi tes bateaux de passer. » Donc voilà, c'est un jeu un peu de celui « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Sachant que justement pour Trump, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que par le passé. On sait que sur le marché, il y a cette espérance de taco, Trump, always chicken out. Nous, on a dit très tôt, cette fois, c'est différent parce qu'il n'est pas le seul à jouer. Et parce qu'il y a beaucoup de moving parts, de pièces du puzzle où il n'a pas le contrôle. Déjà, il faut aussi mettre Israël autour de la table. Ensuite, ce n'est pas qu'une histoire de rouvrir Hormuz, mais c'est qu'est-ce qui se passe avec le nucléaire iranien, qu'est-ce qui se passe avec le Liban. Et donc, ce n'est pas tout seul qui peut décider, bon, ok, je me suis gouré, j'arrête, je renvoie les bateaux en arrière. Et l'Iran aussi a son mot à dire. Donc, on est dans une situation plus complexe que les précédents cas. Et je le répète, ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui arrive sur ce détroit d'Ormuz, est-ce qu'il va être ouvert, et surtout que ça ne dégénère pas avec une invasion au sol qui détruirait les capacités énergétiques. Parce que là, c'est plusieurs années pour les réparer et c'est des disruptions qui sont bien plus importantes pour, un, l'énergie et deux, pour l'économie mondiale. Alors justement, quand on essaie de faire des stratégies, des projections, le baril de Brent à plus de 100 $, est-ce qu'on le considère comme la nouvelle norme du coup? On peut prendre ça, disons. Je pense quand même qu'on va trouver une solution, ça va prendre plus de temps et qu'on va redescendre en dessous de ça. D'ailleurs, par exemple, la nouvelle de l'UAE de sortir de l'OPEP, c'est plutôt une nouvelle qui veut dire que le jour où tout ça se normalise et que le détroit est rouvert, ils vont pomper un peu plus et théoriquement, ils vont remettre de la capacité. Mais c'est une question de temps. Mais je pense qu'on peut vivre avec un baril qui reste à 100 $. Simplement, comme je le répète, il y aura peut-être un peu plus d'inflation, un peu moins de croissance. Et puis, comme on l'a vu plein de fois, on est toujours surpris par la résilience de l'homme, des économies et du marché finalement.
ce qui semble une nouvelle horrible, on arrive à s'adapter avec ça, et on va trouver une solution. Alors justement, les sociétés qui sont dépendantes du prix des énergies, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ou est-ce qu'elles sont en train de faire quelque chose pour reconfigurer leurs opérations, pour factor in ces nouveaux prix? Et est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez quand vous regardez les fondamentaux d'une société? Alors on regarde, bon, moi comme j'ai dit, je m'occupe un peu moins de faire le stock picking et de regarder société par société. Mais tout le monde l'a vu, et c'est passé d'ailleurs dans la plupart des médias. Par exemple, les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train d'annuler des vols. Donc en fait, à quelque part, le fait que le prix du baril soit plus élevé, vous avez une destruction de la demande, et elle est en train d'arriver. C'est-à-dire que soit ça va coûter plus cher et les gens vont refuser de voler, ou simplement, comme les compagnies ou les sociétés vont anticiper que les gens vont consommer moins, elles enlèvent de l'offre dans le marché. Donc voilà, il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Après, au niveau des pays, on voit typiquement que la Chine a voulu se couper depuis très longtemps de cette dépendance aux hydrocarbures. Alors, d'un côté, c'est très bien, c'est de l'ESG, c'est des énergies renouvelables, et de l'autre côté, c'est du charbon. Voilà, hein, c'est une sorte de barbelle. Et au-dessus de ça, ils ont fait des monstres réserves. Donc eux, ils peuvent tenir très très longtemps. Euh, pas, pas à l'infini, mais disons, c'est probablement une des économies les moins touchées, évidemment, pour une économie qui ne produit pas d'hydrocarbures. Les États-Unis, c'est différent parce qu'ils sont exportateurs nets. Mais donc voilà, la Chine, on voit que pour l'instant, elle regarde ça un peu de très loin, tout en sachant quand même que même pour la Chine, si ce conflit venait à durer et avait des conséquences très importantes pour l'économie mondiale, elle ne serait pas très contente parce qu'aujourd'hui, son modèle, c'est d'exporter vers le reste du monde. Donc si ses partenaires commerciaux sont en mauvaise santé, la Chine, à ce moment-là, peut-être taperait un peu plus du pied. On va y revenir à la Chine un petit peu plus tard. Mais juste pour parler des effets à long terme de ce prix du pétrole, euh, et de son impact sur l'économie mondiale, est-ce qu'on peut encore se mettre à l'abri d'un choc inflationniste ou est-ce que c'est trop tard? On ne sait pas vraiment. Euh, On ne sait pas vraiment dans le sens. Pour l'instant, le premier effet, c'est l'effet qui se coule que tout le monde connaît. C'est-à-dire on va voir la composante liée à l'énergie augmenter. Où les banquiers centraux ont un doute, c'est est-ce que du fait que le prix du baril et peut-être aussi le prix de quelques aliments, parce que aussi dans le détroit d'Ormuz, il y a tous les fertilisants qui passent, est-ce que l'augmentation de prix de l'énergie plus des aliments va conduire à ce qu'on appelle des effets de deuxième tour, où ça va se diffuser dans le reste de l'économie, et notamment à travers les salaires et le prix des autres biens et services. Aujourd'hui, les banquiers centraux, et moi aussi d'ailleurs, j'ai un peu des doutes parce qu'on est dans une configuration différente de 2021-22 où on sortait de l'épisode du Covid, où il y avait beaucoup d'industries qui avaient encore des contraintes sur l'offre, qui ne pouvaient pas produire. Et en plus, il y avait un marché du travail super tendu avec des politiques monétaires et budgétaires qui tournaient encore à plein régime. Donc on est dans une situation un peu différente et il ne faut pas oublier non plus que nos économies sont quand même beaucoup moins dépendantes du pétrole pour produire une unité, disons, de PIB que ce qu'elles étaient dans les années 70. Donc on parle beaucoup de stagflation. Je pense que c'est un peu exagéré à quelque part, mais c'est vrai que ça a un petit goût. Voilà. Mais du coup, est-ce que cette situation crée un regain d'intérêt pour les projets d'énergie renouvelable et tout ce qui est sustainability qui était en perte de vitesse et en désamour ces dernières années? Clairement. Alors ça, on le voit. Tous les titres liés un peu à l'énergie renouvelable, qui ont beaucoup souffert d'ailleurs quand Trump est arrivé au pouvoir, parce que c'était un peu or noir versus or vert, si je peux dire comme ça. Là, on voit que depuis cet incident, il y a un regain d'intérêt des investisseurs pour ça, parce que, un peu à l'instar de la Chine, il faut, et notamment pour l'Europe, il faut se couper un peu, le plus qu'on peut, de la dépendance à l'hydrocarbure, mais pas qu'à l'hydrocarbure, hein, même au gaz naturel. C'est là aussi un point qu'il faudra surveiller pour l'Europe. Alors, depuis la guerre en Ukraine, on a été s'approvisionner du côté des États-Unis, mais il y avait encore une grosse partie qui passait par justement les pays du Golfe.
Et là, on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Et je le disais tout à l'heure, s'il y a des destructions d'infrastructures, c'est même pas une question d'ouvrir ou non ce détroit. C'est une question de où on va aller chercher ce gaz naturel. Donc, clairement, il faut continuer à développer ces énergies renouvelables. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que sur la base de cette hypothèse, l'hégémonie ou même la suprématie américaine est hyper dépendante de la dépendance du monde aux hydrocarbures. Donc, c'est pas du tout dans l'intérêt des États-Unis de faire ce shift vers ces énergies renouvelables, j'imagine. Non, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt qu'ils peuvent avoir parce que d'ailleurs, c'est la Chine qui est plutôt avancée là-dedans, les panneaux solaires, etc., et qui a fait beaucoup plus d'efforts. Mais je pense que Trump a mal calculé son coût avec l'Iran et il pensait qu'aujourd'hui, tout était déjà réglé et que le prix redescendrait autour de 80. Après, au niveau des États-Unis, et d'ailleurs, c'est un peu la même chose que le peuple, le but, c'est pas d'avoir un prix du baril à 150 parce que du coup, vous détruisez de la demande. C'est pas non plus de l'avoir à 30 dollars parce que du coup, vous n'avez plus de production. C'est d'avoir un juste milieu. Et je pense que tout le monde serait content avec ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un élément de plus qui plaide pour une indépendance. Alors, indépendance énergétique, je pense qu'on va y venir après, indépendance aussi au point de vue de la défense et indépendance aussi au niveau économique. Pour vous, les États-Unis n'ont pas vraiment changé de place sur l'échiquier mondial? Ah ben oui, quand même. Mais c'est eux tout seuls qui se sont mis, Comme des grands. voilà, comme des grands. Alors, sur le plan économique, ça reste clairement la plus grande économie au monde. Mais sur le plan de la géopolitique, avec la politique de M. Trump, ils se sont à quelque part isolés. On le comprend bien aujourd'hui, chacun pour soi. Et très longtemps, il y avait une zone d'influence, voilà, ce qu'on appelait à mon époque les pays de l'Ouest. Mais aujourd'hui, les pays de l'Ouest, c'est plus une entité pour moi, c'est différentes entités, c'est des choses qui sont beaucoup plus fragmentées. Alors, c'est fragmenté et ils sont en train de perdre un petit peu cette guerre idéologique de cette supériorité morale qu'ils ont toujours promue. Alors ça, je pense, voilà, les valeurs, bon, alors, il y a certaines, c'est comme toujours, on ne peut pas tout jeter. Je pense que clairement, on a des choses à apprendre au niveau comment gérer une économie, ou en tout cas les marchés financiers, et ça, on peut leur laisser. Mais c'est clair, d'un point de vue moral et éthique, aujourd'hui, c'est probablement pas le meilleur exemple qu'on peut trouver dans le monde. Et il y a un élément qui est hyper important aussi dans les relations multilatérales, c'est la prévisibilité. Aujourd'hui, on peut voir la Chine comme plus prévisible, plus sûr comme partenaire que les États-Unis. Alors, prévisible probablement. D'ailleurs, ils ont des plans qui sont là pour très longtemps. Leur président va rester au pouvoir très longtemps. Après, de nouveau, je ne suis pas sûr que tout est bon au niveau de ce que font les Chinois. Mais de nouveau, je trouve aussi que, par exemple, le fait que depuis très longtemps, ils aient décidé de limiter l'usage des réseaux sociaux par la jeunesse, c'est quelque chose dont on pourrait et on est en train de s'inspirer aujourd'hui. Et pour ça, ils ont été quand même précurseurs. Et en plus, c'était un secteur qu'eux aussi ils développaient. Donc, ils n'ont pas hésité à quand même faire primer, disons, l'intérêt de la nation, parfois par rapport aux intérêts économiques qu'ils auraient pu avoir de ceci. Et on voit aussi l'importance qu'ils sont en train d'avoir, par exemple, dans l'industrie automobile avec BYD. C'est juste impressionnant. Donc, je pense que la Chine bénéficie du mauvais élève Trump et des États-Unis. Et qu'à quelque part, d'ailleurs, si on regarde, c'est ce qui est intéressant, c'est ça. Sur les marchés depuis 2 mois, la monnaie chinoise s'est appréciée, même contre le dollar. Les obligations chinoises ont quasiment pas bougé, les taux n'ont pas bougé, ils sont montés partout, mais pas en Chine. Et la bourse chinoise, en tout cas depuis 2 mois, a été beaucoup moins volatile. Donc voilà, on voit qu'elle offre au moins une alternative au marché développé. Donc, s'il fallait résumer de manière très pragmatique, aujourd'hui, la Chine, c'est un risque ou une opportunité? C'est ni risque ni une opportunité, quoi. Forcément, c'est les deux, mais c'est une alternative. C'est une alternative. Viable. Probablement viable, sous condition, en effet, ils n'ont pas les mêmes
je dirais, protection de l'investisseur qu'on peut avoir dans certains endroits. Mais on voit qu'aux États-Unis aussi, aujourd'hui, on peut avoir des craintes si on est investisseur dans des sociétés américaines. Légitimement, avec une probabilité très faible, on peut imaginer que demain, on pourrait se retrouver spolié. Chose qui était inimaginable il y a 10 ans en arrière, mais du moment que vous instillez le doute, vous instillez le doute. Exactement. Et on a vu de l'interventionnisme de l'État américain très récemment, d'ailleurs, avec Anthropic. Exactement. En parlant d'Anthropic, justement, alors, il y a cette rivalité économique, de manière générale, mais aussi cette rivalité très spécifique qui est technologique entre les États-Unis et la Chine. IA, semi-conducteurs. Est-ce qu'on assiste à une bifurcation vers l'Asie de la suprématie technologique dans le monde? Non, je pense que les deux pôles vont continuer à subsister, À coexister? à coexister. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, après, si on élargit, on voit qu'il y a cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et on voit qu'il y a eu les tarifs, d'ailleurs, là, tout le monde, excusez-moi l'expression, gueule sur les tarifs que Trump avait mis en place il y a 18 mois. Mais il faut juste se rappeler que Trump, numéro 1, avait mis des tarifs encore plus violents sur la Chine il y a quelques années en arrière. Et que la Chine s'est débrouillée avec ça. Mais on voit qu'il a de la peine à taper sur la Chine parce que les deux ont encore mutuellement besoin de l'un et de l'autre. Et c'est peut-être ce qui tient encore le monde en place, notamment à travers les terres rares. On voit que les États-Unis ont besoin de la Chine, puis la Chine a aussi besoin des États-Unis pour quelques semi-conducteurs ou disons un peu de matière pour avancer elle aussi d'un niveau technologique. Et pour exporter. Et pour exporter, alors moins aujourd'hui les États-Unis, la Chine est en train d'exporter énormément vers le reste du monde. Et les États-Unis, bien que ça reste un marché important, en proportion, ça l'est de moins en moins. Est-ce que vous pensez que la Chine est aussi en train d'avancer sur le plan de la guerre culturelle, du soft power autour du monde? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu moins en train de les voir comme le grand danger rouge? On dirait comme on aurait pu l'imaginer dans les années 80 ou 90. Oui, mais de nouveau, je le répète, c'est pas tant sous l'action de la Chine, c'est plus Trump qui fait que, du coup, le contraste est moins violent. Et donc, ça améliore par ricochet, ou comment dire, par défaut, l'image de la Chine. Si vous mettiez les États-Unis sur un piédestal, c'est clair que la Chine semblait un bien mauvais élève ou quelqu'un de pas fréquentable. Si Trump rend les États-Unis moins fréquentables, par la force des choses, vous allez vous tourner plus vers les alternatives et la Chine en est une. Après, il faut quand même pas tomber, il faut être un peu quand même objectif. On peut aussi parfois avoir le choix entre deux mauvaises options. C'est hyper réjouissant, c'est nivelé par le bas en fait. Ouais. Et alors par rapport au marché, à l'allocation d'actifs, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont mal pricées dans toutes ces incertitudes? Bon, le marché price toujours tout assez rapidement. Je pense que c'est plutôt des risques qui sont sous-estimés. Moi, un des risques qui m'inquiète le plus, c'est justement qu'on se trompe sur l'inflation, qu'on se trompe sur les taux d'intérêt et que ces derniers montent. Et souvent, la première peur du marché, j'ai vu encore récemment les questions des clients, de la plupart des journalistes, c'est « Ah oui, la prochaine récession ». Et je pense que le premier risque, ce n'est pas la récession. C'est un risque qui peut venir après, s'il est causé justement par des banques centrales ou des taux d'intérêt qui devaient continuer à monter. Parce que toute l'économie de ces dernières années s'est faite sur la dette. La dette des ménages, la dette des entreprises, la dette des États, qui plus, qui moins, suivant les économies. Vous voulez dire sur le long terme, hein, sur les... Oui, c'était génial. Il n'y avait plus d'inflation, les taux n'ont cessé de baisser, les gens rechargeaient. Évidemment, si vous avez moins de volatilité sur les taux et des taux toujours plus bas, vous pouvez prendre beaucoup plus de levier. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes, je fais une parenthèse, du Brésil. Pourquoi le Brésil n'a jamais décollé malgré une population jeune, très importante et plein de promesses éternelles? Pourquoi c'est toujours resté un espoir? Parce qu'ils ont toujours vécu avec des taux à 15-20%. Donc expliquez-moi comment vous faites à prendre un prêt immobilier si vous avez des taux à 20%. Imaginez en Suisse, voilà.
Donc vous voyez bien que la baisse des taux a quand même été un contributeur structurel à pas mal de choses dans le monde développé. Et donc, si cette tendance se renverse et que les taux montent, par la force des choses, ça va créer une récession ou ça risque de créer beaucoup de problèmes par la suite. Et je pense que le marché est encore un peu complaisant. Alors cette fois, on le voit, chaque fois il y a eu des chocs, hein. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, cette fois c'est l'Iran, la géopolitique. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance structurelle à l'inflation qui a beaucoup de peine à rentrer sous les 2%. Et je ne parle pas de la Suisse qui est un cas très spécial, très particulier et qui compte quasiment pas dans le monde. Mais vous prenez les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, le Japon, les taux sont en train de monter partout. Et je pense que ça, c'est un risque qui est assez important, peut-être pas cette année, mais dans les 12-24 prochains mois, si les gens se rendent compte que les taux vont rester hauts ou beaucoup plus hauts, plus longtemps que prévu. Je pensais que vous alliez parler de la bulle hier. Alors, c'est un risque pour le marché, parce qu'aujourd'hui, c'est des gros arbres qui cachent la forêt. Tout le monde a de la peine à expliquer pourquoi le marché a rebondi aussi fortement aux États-Unis. Le S&P, 30%, c'est la tech. Alors, évidemment, ils sont gourmands en énergie, mais pas en hydrocarbures, en énergie nucléaire et en énergie électrique, qui est certes liée à quelque part à l'hydrocarbure, mais quand même moins. Et tous les plans de CAPEX sont restés en place, de nouveau, parce qu'ils ne sont pas en première ligne, disons, de ce risque de conflit entre l'Iran et les États-Unis. Mais ils sont quand même démesurés. Pour l'instant, alors, au bout d'un moment, les CAPEX ne peuvent pas continuer de croître. Donc, au moment, ça va se tasser. Et évidemment, il y aura des gagnants et des perdants là-dedans. Mais je dirais que c'est un peu comme la course, dans les années 80, il y avait la course à l'armement, etc. On peut difficilement l'arrêter. On peut difficilement l'arrêter. Donc, ça va continuer. Et je pense que les valorisations de ces sociétés, c'est quand même pas une... Alors, on pourra toujours trouver un exemple parmi d'autres, mais si on prend les grands noms, c'est pas qu'on a des valorisations qui sont totalement hors de contrôle et qui sont certes chères, qui peuvent certes causer un marché qui baisse de 10-20%, mais c'est pas un écroulement du marché, ça j'y crois pas trop. Et je pense, on l'a vu l'année passée, on peut aussi avoir des changements de leadership. Vous tombez dans un monde plus inflationniste, évidemment, c'est tout ce qui est value qui va prendre qui va prendre le relais. Et donc, on peut très bien avoir aussi un peu de churning, ou comment on dit, de rotation sectorielle, qui fait que l'indice va baisser, mais peut-être pas autant que si on n'avait que des titres technologiques dedans. C'est pas faux. J'ai la ref. Est-ce qu'il y a une classe d'actifs que... Ça veut dire que vous... J'avais envie de la sortir depuis le début. Comment se positionne l'Europe au milieu de tout ça? Alors, on sait que politiquement, diplomatiquement, c'est plus vraiment le joueur le plus influent. Par contre, on a quand même vu qu'il y a des velléités de revenir sur le devant de la scène, de redevenir relevant et de pouvoir avoir une voix qui compte, qui pèse. On a même vu avec l'Allemagne qui a de grosses ambitions de remilitarisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, si on ne veut pas être les vassaux des États-Unis, voire un jour de la Chine, ou encore pire de la Russie, on est obligé de retrouver de l'indépendance. On a été très longtemps, je dirais peut-être couvé ou sous l'aile de notre ami américain. On voit qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus notre ami pour commencer, et qu'en tout cas, on n'est plus sous son aile. Donc, il faut bien voler de nouveau de ses propres ailes et redevenir indépendant. Et ça passe par différents secteurs. La défense en est un. On a parlé au tout début de l'indépendance aussi au niveau énergétique, c'en est un deuxième. Et de retrouver une certaine place aussi économique. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que le monde est prêt à revoir une Allemagne comme grande puissance militaire? Alors, je pense que oui, parce que les raisons de la militarisation, ou en tout cas des dépenses publiques en faveur de la défense en Allemagne, ne sont pas du tout liées à des velléités d'attaquer le reste du monde. Mais ils ont quand même une menace qui est assez proche et qui s'appelle la Russie.
Et je pense qu'il serait faux de penser que la Russie ne représente pas une menace pour l'Europe. Et ils sont quand même en première ligne. D'ailleurs, ceux qui sont encore plus en première ligne qu'eux, c'est les pays baltes et la Pologne, qui pendant de nombreuses années ont dit attention, 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 et on ne les a pas vraiment écoutés, si on regarde maintenant avec le rétroviseur. Donc, l'Allemagne et aussi en Europe, c'est les seuls qui ont les moyens vraiment de dépenser et de redonner une certaine indépendance dans ce secteur à l'Europe. Bon, la France avait envie de faire un petit push dans ce sens aussi, non? Aussi, bien sûr, mais en termes de capacité budgétaire, on voit bien que la France a quelques problèmes. Depuis Mitterrand, il n'y a plus jamais eu un surplus primaire positif en France. Donc ça fait depuis 1981, donc je vous laisserai faire les calculs, que le déficit public, avant le paiement des intérêts, n'a jamais été à l'équilibre. Jamais. Jamais. Même en temps de croissance économique. Vous prenez l'Italie, le déficit primaire, c'est-à-dire avant qu'on serve le coût de la dette, les 2/3, 3/4 du temps, il est en surplus primaire. Donc l'Italie, c'est beaucoup mieux gérer ses deniers, malgré qu'on a une énorme dette, plutôt que la France. Et on voit la dette sur PIB en France, on est, je ne sais plus le chiffre précis, mais au-delà de 100, alors qu'en Allemagne, on est beaucoup plus bas que ça. Donc la France aimerait bien, mais elle n'a pas forcément les moyens. La seule grande économie européenne qui a les moyens de dépenser et de donner la première impulsion, c'est l'Allemagne. Après, chacun mettra la main à sa poche suivant ses possibilités. On ne pourrait pas imaginer une force militaire européenne? Ça serait beau, mais il y a plein de choses sur lesquelles l'Europe devrait se mettre d'accord et on n'arrive pas à se mettre d'accord puisqu'on sait qu'encore politiquement, chacun tient à son indépendance. D'ailleurs, on ne va pas forcément dans le bon sens. C'est de plus en plus fragmenté, de plus en plus. Et là aussi, même à l'interne des pays, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de stabilité politique. Alors le plus drôle, c'est que de nouveau, on disait que le monde change. Mais regardez l'Italie. Il y a plus de... Vous vous rappelez, quand on était plus jeune, le gouvernement changeait tous les 6 mois. Où c'est qu'il y a de la stabilité politique dorénavant? En Italie. Il y a de l'instabilité en Allemagne, il y a de l'instabilité au Royaume-Uni, il y a de l'instabilité en France. L'Italie est stable. Le monde est... Et le comme Portugal, Stranger Things bon élève économique. avec l'Espagne. Le monde à l'envers. Exact. Donc, réarmement, ça veut dire opportunité. D'ailleurs, Decalia gère un fonds dédié à l'armement, À la défense. à la défense, pardon. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on arrive à vendre sans forcément être trop embarrassé? Je pense oui, parce que tout le monde a pris conscience que, et c'est la même chose au sport, la meilleure attaque, c'est la défense. Et donc, si vous ne voulez pas être attaqué, il faut avoir une défense qui soit crédible. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, citez-moi, on va voir, une économie très petite en Asie qui est très, 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 très belliqueuse. La Corée du Nord. Ah oui, oui. Ouais, la Corée du Nord, je pense qu'elle est 50% de son PIB, ça doit être l'armement, non? À des fins potentiellement beaucoup plus dangereuses. En tout cas, ils ne disent pas que c'est juste pour se défendre. Ils mettent souvent en place, en tout cas, ils menacent souvent leurs voisins et le reste du monde. Voilà. Il y a combien de sociétés nord-coréennes cotées en bourse? Pas beaucoup, Zéro. Donc voilà l'exemple d'une économie, en tout cas d'un pays qui est belliqueux, qui fait de l'armement plus pour l'attaque que pour la défense, et il y a 0 société cotée. De l'autre côté, on a plein de sociétés en Europe, aux États-Unis, où on a alors on peut appeler ça de l'armement, mais dans un premier temps, c'est pas que les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est pas le bon exemple aujourd'hui, mais disons en Europe, il n'y a pas de velléité aujourd'hui d'aller attaquer des autres pays. C'est pour se défendre. Par contre, Et on voit d'ailleurs, alors ce qui est intéressant, c'est que les plus ESG, c'est les pays nordiques. Les pays nordiques qui sont en première ligne vis-à-vis de la Russie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dorénavant, les investissements dans la défense sont autorisés dans leurs grands fonds souverains. Évidemment, il faut respecter certains critères. Il y a certains armements ou certaines munitions qui sont interdites. Mais disons, la plupart des titres connus
rentre aujourd'hui dans les critères d'investissement de ces fonds souverains. Parce que j'allais justement, il y a quand même une nuance importante, c'est que si on prend la Suisse par exemple, les sociétés qui sont actives dans ces domaines ne le font pas que pour la Suisse. Elles vont Exporter aussi. exporter en Israël, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, vers des pays avec lesquels on n'est pas forcément moralement aligné. Disons, on achète aussi des avions aux États-Unis parce qu'on n'a pas les capacités de les fabriquer ici en Suisse. On sait très bien que les États-Unis aussi, ils ont un petit bouton et s'ils veulent, ils peuvent ne pas faire voler les avions. Et disons, de nouveau, on ne vit pas dans un monde de bisounours et on comprend tous que le monde devient plus incertain et qu'il est important d'avoir une défense qui soit crédible et qui empêche justement les autres de vouloir nous attaquer. Après, dans le détail des autres sociétés, ce n'est pas mon rôle d'aller voir. Évidemment, il y a des comportements qui sont probablement qu'on peut réprimer, qui ne sont pas éthiques, mais on peut faire un filtre. Et il ne faut pas, de nouveau, il faut faire un peu la nuance des choses et pas tout jeter par défaut parce que voilà, ça ne correspond pas. Moi aussi, j'aimerais bien, évidemment, la plupart des gens qui sont dans la finance, personne ne souhaite la guerre, hein, mais voilà, il faut malheureusement aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, il faut Se prémunir. se prémunir et avoir une armée qui soit dissuasive. Au risque de se retrouver dans une course à l'armement à l'image de la guerre froide, finalement. Exactement. Ok, un point important avant de continuer. Sur la question d'investir dans la défense, Fabrizio a tenu à apporter une nuance après notre discussion filmée, et elle mérite d'être partagée ici. D'abord, rappelons une évidence qu'on oublie souvent. Investir dans la défense, c'est pas forcément financer des pays expansionnistes ou des bombes larguées sur des hôpitaux et des écoles. C'est aussi donner à un État souverain les moyens de se défendre, ce qui est à la fois un droit et un devoir. Ensuite, 3 réalités concrètes. Beaucoup de ces sociétés ne sont pas cotées, donc pas investissables au sens classique. La question des exportations vers des pays sensibles relève d'abord des gouvernements, pas des investisseurs. Et si ces sociétés opèrent de toute façon, mieux vaut des investisseurs éclairés autour de la table, capables d'influencer leurs choix, que de les laisser fonctionner dans l'opacité d'un capital entièrement privé. Ce n'est pas une absolution, c'est une grille de lecture pragmatique. Allez, on y retourne. Est-ce qu'il y a une classe d'actifs aujourd'hui que vous trouvez plus attirante que d'autres? L'or, parce que ça brille. Non, l'or, parce qu'il y a plein de raisons d'avoir de l'or. Alors les gens ont été peut-être échaudés un peu récemment parce qu'ils disent « Ah, mais ça n'a pas marché, c'est un actif refuge ». Mais attendez, un actif refuge, déjà, ce n'est pas un actif sans volatilité. Et 2, ce n'est pas censé vous protéger pour une baisse de 5%, je veux dire, ou de 10%. Il faut le voir à moyen long terme. Mais on parle quand même de déficit public, d'inflation, de taux d'intérêt plus élevés, de marché peut-être un peu... disons, surévalué. Et on voit que les obligations ne marchent plus du tout comme protection du portefeuille quand il y a de l'inflation. Voilà, l'or comme devise alternative, un peu, alors je dis souvent le franc suisse, c'est l'or du pauvre. Mais comme le franc suisse, il n'y en a pas assez pour tout le monde, le reste du monde va acheter un peu d'or comme un actif refuge. Franchement, Fabrizio, j'ai juste une question par rapport à ça. Pour un professionnel de la finance qui doit quand même expliquer le monde à ses clients, raconter des histoires, trouver des solutions, des produits, c'est pas un peu boring l'or? On achète de l'or, on s'assied dessus, puis on attend. Des fois, les histoires les plus boring sont les meilleures, en tout cas dans la finance. Après, je ne dis pas que c'est un actif d'attaque. D'accord? Je dis, dans un portefeuille, c'est comme une équipe. Vous devez construire des attaquants, des milieux de terrain et des défenseurs ou même un gardien. Je trouve que l'or comme gardien, c'est le Dino Zoff des années 80, quoi, au but. Donc je pense que c'est quand même la meilleure protection. Et à partir de là, quand vous avez une bonne défense, vous pouvez commencer à construire un peu l'équipe. Donc voilà, c'est ça, ça fait partie d'un tout. Il faut pas voir à chaque fois les joueurs ou les actifs, je dirais, de manière séparée d'une vue holistique du portefeuille. Il faut regarder comment les joueurs jouent ensemble, comment les actifs se mélangent. Et je trouve que l'or, aujourd'hui, a un rôle dans le portefeuille. Et on dit ça aussi parce qu'on est en Suisse et on est habitué à avoir de l'or dans les portefeuilles. Mais regardez dans le reste du monde,
Alors en Inde, ils sont habitués à en avoir autour du cou et trucs, mais pas forcément dans leur portefeuille. Et dans le reste du monde, c'est pas aussi répandu que ça, l'or en tant qu'investissement. Et si l'or, c'est Dino Zoff, Roberto Baggio, c'est quoi? Donc vous dites comme créateur, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même la tech. On est obligé d'avoir de la tech dans le portefeuille. Et c'est là où il y a un peu justement de la croissance, un peu de folie et une ouverture sur le futur du monde, hein, en espérant que ça soit un bon futur. Donc ouais, le milieu de terrain aussi dont on ne peut pas se passer. Je pense que ça serait illusoire et même peut-être de la folie de ne pas avoir une exposition à la tech. Et aujourd'hui, cette exposition, vous la trouvez essentiellement aux États-Unis. Fabrizio, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.